Is it time to reimagine your future? The right business skills may make a difference in your career. At Capella University, we offer a relevant education that's designed to focus on what you need to know in the business world. We'll teach professional skills to help you pursue your goals, like business management, strategic planning, and effective communication. And you can apply these skills right away. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. More Chumba Casino fan mail. Love this. It says, Dear Ryan, I love Chumba Casino. There's so much fun. I love the wild ride from the social slots to the Slingo to jackpots quicker than a 6-time real spin. Everybody's finding their fun at Chumba Casino. Why don't you find out for yourself? Head to ChumbaCasino.com and enjoy hundreds of casino-style games for free with your welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Pour bien des Parisiens, il fait toujours bon d'aller se promener au parc de Saint-Cloud. Ce grand espace vert à l'ouest de Paris, réputé pour ses allées boisées, offre des jardins à la française et de somptueux panoramas sur les villes alentours. Il y règne en ce lundi 25 janvier 1937 une quiétude comme seul l'hiver est capable de donner. Le froid sec baigné de soleil, le ciel bleu comme les mers du sud et le doux crépitement des pas sur le gravier donnent à l'ensemble une atmosphère d'austérité silencieuse, propice à la réflexion solitaire. En bon francophile qu'il est, Dimitri Navatchine, banquier russe de Moscou, exilé à Paris après la révolution bolchevique d'octobre 1917, profite de sa balade hebdomadaire dans ce lieu qu'il apprécie encore, même après des années. Depuis son arrivée en France, son influence n'a cessé de croître. 1 an auparavant, le Front populaire a gagné l'élection présidentielle au terme de tensions politiques encore brûlantes. Léon Blum, nouveau chef du gouvernement, parvient à faire passer des réformes historiques et pour la première fois, les travailleurs français bénéficient, par exemple, de congés payés. Si l'extrême droite antisémite fustige son positionnement politique et sa judéité, une grande partie de la population loue son courage et lui accorde désormais une confiance pleine et entière. Navatchine, bien que ne faisant pas officiellement partie de ses proches conseillers, bénéficie auprès de lui d'une oreille attentive, ce qui le place dans une position délicate. Il n'ignore pas que tout individu perçu comme proche de l'Union soviétique est une cible potentielle pour les groupuscules fascistes violents qui pullulent en France à l'époque. La plupart d'entre eux bénéficient d'appuis politiques officieux en France, mais aussi de l'aide secrète de Mussolini et Franco, qui espèrent bien voir basculer la France vers un régime autoritaire d'extrême droite. Ce matin, Navatchine a la chance de se trouver seul dans le parc. Le plus souvent, il s'efforce de s'y rendre tôt pour éviter les foules de promeneurs. Mais alors qu'il s'apprête à faire demi-tour pour rentrer chez lui, il aperçoit un homme au bout de l'allée qui lui fait un signe de la main et avance dans sa direction. Navatchine ne le connaît pas. Il est pris d'une soudaine angoisse. Mais l'homme lui sourit. Dimitri Navatchine ? Oui. J'ai un message pour vous. La cagoule vous transmet ses amitiés. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 4e et dernier que nous consacrons à Laetitia Thourot. En 1937, cette femme d'apparence ordinaire a été assassinée dans le métro parisien. L'enquête qui s'ensuivit révéla ses liens troubles avec la pègre, mais aussi et surtout avec les services secrets français et italiens. Aujourd'hui, je vous parlerai des événements qui précipitèrent sa mort avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale. Commissaire, tout, absolument tout pointe vers la cagoule. Vous avez des preuves ? Pour le moment, j'ai des circonstances. Dans notre métier, les circonstances seules n'ont jamais condamné personne.
Je vous donne 2 minutes, et je vous suggère d'être convaincant. Voilà, Navakin, Carlo Rosselli, Nello Rosselli et Laetitia Toro. Qu'est-ce que vous me chantez? Ils ont tous été tués à l'arme blanche en quelques mois. C'est tout? Ils étaient tous des sympathisants communistes. Laetitia jouait peut-être sur les 2 tableaux, mais nous savons qu'elle était aussi dans le viseur de la cagoule. Et les meurtres au couteau, vous savez comme moi que c'est la carte de visite de Jean Filiol. Jean Filiol est introuvable. C'est pour ça que je voulais vous voir, commissaire. Pour vous demander des ressources supplémentaires. Je veux le retrouver, je veux savoir ce qu'il sait. Sans preuve, il parlera jamais. Laissez-moi vous dire une chose, Chenelier. Filleul signe tous ses meurtres à la baïonnette. C'est un couteau qui a été votre Laetitia. La cagoule a revendiqué l'assassinat de Navachin et des Rosselli, mais elle n'a jamais dit un mot sur Toro. Et un tueur professionnel comme Filleul n'aurait jamais laissé son arme sur la scène du crime. Alors... Sauf s'il voulait justement brouiller les pistes. Personne n'est assez fou pour signer le meurtre d'une informatrice des renseignements généraux. Il nie toute collaboration entre Laetitia et leur service. Mais commissaire, vous savez comme moi que c'est leur procédure standard et que... Ça suffit, Chenguet. Quelles sont nos avancées depuis un an? Nous n'avons pas entendu le moindre suspect. Toutes vos pistes sont des impasses. Et pas un seul inspecteur du 36 ne peut m'expliquer comment cette femme a pu être poignardée dans une rame de métro parfaitement vide. Vous croyez aux fantômes? Pas moi. Vos 2 minutes sont écoulées. Sortez! En 1938, le meurtre de Laetitia Toro reste encore une énigme. Et dans moins d'1 an, la France aura d'autres préoccupations quand Hitler mettra l'Europe à feu et à sang. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. De nos jours, l'affaire du meurtre de Laetitia Toro comporte encore des zones grises très importantes. À de nombreuses reprises, pourtant, les différents enquêteurs qui se sont succédés ont cru toucher au but. Et les rebondissements n'ont pas manqué pendant des années. Laborieusement, la police établit de manière certaine la double vie de Laetitia entre le milieu fasciste et les renseignements français. Son activité de détective privé chez Georges Rouffignac est avérée, tout comme sa réputation de vedette de bal-musette parisien. Hélas, c'est précisément le foisonnement de son existence opaque qui n'a cessé de brouiller les pistes, rendant l'enquête impossible. Combien d'ennemis avait-elle? A-t-elle été tuée par les fascistes, les communistes? Détentrice d'informations très sensibles dans un contexte politique hautement inflammable, a-t-elle été supprimée par le renseignement français? On peut encore citer la thèse du crime passionnel commis par un amant éconduit, ou celle d'une personne visée par son agence de détective qui aurait voulu se venger d'elle. Quelques années plus tard, Georges Rouffignac révélera que son employée la plus talentueuse faisait fréquemment des allers-retours en Italie, pendant lesquels elle était totalement injoignable et ne réapparaissait qu'après plusieurs jours, sans explication. Les enquêteurs supposent à l'époque que Laetitia utilisait ses passeports italiens et français pour passer régulièrement la frontière. Mais à quelle fin? Pour certains, elle travaillait en secret pour Mussolini, avec la charge de se glisser dans les différents milieux politiques, pour rendre compte des tendances françaises dans le chaos européen naissant. Chaos qui ne cessera, dès 1939, de prendre de l'ampleur. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Le 22 juin 1940, c'est en ces mots que le maréchal Pétain s'adresse aux Français pour leur annoncer non seulement la capitulation du pays, mais également sa décision d'engager l'ensemble de l'appareil étatique sur la voie de la collaboration. La France, qui a déjà perdu des milliers d'hommes tués dans les Ardennes ou faits prisonniers par l'Allemagne, doit apprendre à vivre en vaincu, occupé, humilié et constamment surveillé. Dans ces conditions, l'enquête sur l'affaire Laetitia Toro, comme tant d'autres à l'époque, est totalement oubliée par les journaux et abandonnée par la police française qui, partout sur le territoire, se met au service de l'occupant. À ce moment-là, Jean Filiol, le bras armé de la cagoule qui avait disparu sans laisser de traces peu après le meurtre de Laetitia,
réapparaît comme une fleur empoisonnée pour offrir ses services aux renseignements nazis. Dans l'affaire Laetitia Tourreau, il ne sera jamais entendu par les enquêteurs et finira sa vie cachée en Espagne après la guerre. Il mourra sans avoir une seule fois été inquiété par la justice. Pendant les années 60 et 70, 2 hommes s'accusèrent du meurtre. L'un, interné en hôpital psychiatrique pour le meurtre de plusieurs femmes, avait en fait prévu de s'évader pendant la reconstitution du crime. Il finira par admettre qu'il a menti. L'autre, se décrivant comme un ancien amant anonyme de Laetitia, dira l'avoir tuée pour se venger d'une rupture. Il ne révéla jamais son identité, et sa culpabilité ne fut jamais prouvée. Aujourd'hui, le dossier Laetitia Tourreau dort dans les scellés du 36 quai des Orfèvres et ne sera pas rendu public avant 2038. En attendant, l'énigme de ce meurtre place pour toujours cette affaire parmi les plus fascinantes de l'histoire de France. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Félicien Goisdoué. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos sites de podcast préférés.